Merci. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier de l'accueil très chaleureux de monsieur Mohamed Ben Zagmout et du bureau de la société qui a été vraiment a pris bien soin de nous, c'est très gentil de sa part et tout le plaisir d'être ici. On peut avoir les diapositives s'il vous plaît? Ok. Bon. Donc moi je vais vous parler de chirurgie de l'épilepsie, surtout des déconnexions. En fait, on part toujours du même principe. Ce principe est édité par Luders en 1993, qui parle de la zone épileptogène comme la quantité nécessaire minimale de cortex pour déclencher les crises, et dont l'exérèse, mais aussi la déconnexion, peut entraîner la guérison du patient. Donc on voit directement qu'il y a un conflit entre épilepsie généralisée et épilepsie partielle, et que la chirurgie de l'épilepsie, bien sûr, va s'intéresser aux épilepsies focales réfractaires. C'est les seules qui sont les cibles de la chirurgie curative. Bien sûr, on peut faire de la chirurgie palliative, et dans ces cas-là, c'est la stimulation du nerf vague, c'est la stimulation profonde, la stimulation corticale, le thalamus, mais c'est une autre histoire. Les cibles sont variées et multiples dans la chirurgie de l'épilepsie. On peut avoir des tumeurs uniques, multiples, dans la sclérose tubereuse de Bourneville, par exemple. On peut avoir aussi des petites dysplasies, toutes petites comme ça, toutes faciles. On peut avoir des dysplasies postérieures, antérieures. On peut avoir des tumeurs, ça c'est une dinette. Ça, on peut avoir aussi voilà, une dimètre temporale gauche. On peut avoir des tumeurs comme le gangliogliome, mais aussi des anatomies très particulières comme les doubles cortex. C'est là qui sont des pathologies génétiques beaucoup plus complexes. Et enfin des épilepsies très larges, comme dans le Rasmussen, où là, la chirurgie lésionnelle va entraîner une grosse exérèse et donc entraîner des problèmes. Donc, tout va commencer de la chirurgie de déconnexion est partie en fait de la chirurgie lésionnelle et est partie de l'hémisphérectomie. C'est le point de départ de tous. Et comme toujours quand on travaille un sujet en neurochirurgie, on tombe toujours ou sur Dandy ou sur Cushing. Et là, la première hémisphérectomie, c'est Dandy qui l'a réalisée en 1923 dans le cadre d'une tumeur en fait. Il a réséqué un hémisphère complet pour un gliome diffus et il s'est rendu compte que ça marchait, qu'on pouvait vivre avec un seul hémisphère. La première hémisphérotomie à visée épileptologique qui a été faite à Montréal, à Toronto, excusez-moi, c'est Mackenzie M138. Et puis par la suite, Krishno, en 50, a rapporté une série de 12 patients enfants qui avaient un syndrome HHE, avec une épilepsie réfractaire, et pour qui ils ont fait une hémisphérotomie avec de très bons résultats. Une hémisphérectomie, excusez-moi, avec de très bons résultats. Toutefois, les années ont passé, et puis les gens se sont rendus compte que cette chirurgie avait bien sûr un élément très positif sur l'épilepsie, mais qu'avec 8-10 ans de recul, on entraînait dans des problèmes, et des problèmes de reprise d'une épilepsie, parfois de l'autre côté. Et on a mis en évidence l'hémosidérose superficielle, et on s'est dit que c'était la cause de tous nos malheurs, et que cette cause était due en fait à la création d'un espace mort volumineux. Cet espace mort a entraîné des saignements fréquents, chroniques, et donc a entraîné un dépôt d'hémosidérine, puis de ferritine, et un dépôt de fer sur l'hémisphère contralatéral, et à nouveau des crises d'épilepsie et des décès. Ça a entraîné la mort dans certains cas, et c'est pour ça que l'hémisphérectomie a été un peu mis à l'écart. Il y a encore des équipes qui la pratiquent, mais de moins en moins. La suite des événements, ça c'est l'hémisphérectomie, vous voyez qu'on se retrouve avec un hémisphère complètement libre, plein de liquide, et qui va s'y noter de temps à autre. La suite, en fait, c'est en 1973, et c'est Rasmussen qui va décrire ce qu'on a appelé l'hémisphérectomie fonctionnelle. Alors, ça n'a de fonctionnel que le nom, parce qu'on ne préserve pas du tout la fonction, on va juste peut-être préserver la vie, retarder les complications. Et en fait, c'est une hémisphérectomie dans laquelle il va réséquer le lobe temporal, le cortex périsylvien, puis faire la callosotomie. Donc on arrive à la même chose, on arrive à déconnecter tout l'hémisphère en réséquant au moins de cortex qu'au préalable. Mais ce n'était pas parfait. Et dans les années 90, il y a eu deux auteurs particuliers, c'est Villemur de Montréal et de Lalande de Paris, qui ont décrit deux autres hémisphérotomies, encore dites fonctionnelles, mais encore une fois, on ne préserve pas les fonctions, mais qui vont encore tendre à diminuer le caractère d'exérèse corticale pour avoir une déconnexion complète. Donc la première, c'est celle de Villemur, qui va être par voie transpéri-insulaire, que vous voyez en bleu. Donc on fait une fenêtre périsylvienne supérieure et inférieure pour attraper le ventricule, et par là, aller faire une callosotomie intraventriculaire d'avant en arrière, puis la déconnexion basale. En fin d'intervention, il faut penser à réséquer l'insula, autrement vous avez un échec de la chirurgie. Et puis Olivier Delalande a fait une technique qui est, à mon sens, plus facile, et qui a fait une hémisphérotomie dite verticale parasagittale.
Moi, j'ai eu la chance de travailler à Montréal pendant 1 an où j'ai appris l'hémisphérotomie, j'ai appris la technique de Villemur. J'ai pu faire ma première chirurgie avec lui. Et puis quand je suis rentré en France, en fait, je me suis retrouvé tout seul. Et l'hémisphérotomie périinsulaire, parfois c'est compliqué, surtout dans les hémimégaloencéphalies. Et donc je me suis retourné vers la technique de Lalande, qui à mon sens est de loin la plus facile et la plus rapide. Donc je ne pratique plus que des hémisphérotomies verticales parasagittales. Alors ces hémisphérotomies, elles sont indiquées dans quel cas? L'hémimégaloencéphalie, lorsque vous avez un hémisphère entièrement dysplasique, qui est très modifié au niveau de son anatomie. Parfois il n'y a pas de ventricule, parfois il y en a. Quand il n'y a pas de ventricule, c'est assez compliqué de se repérer. Là, il faut faire une exercice un peu large du cortex pour la voie d'abord. Mais aussi, dans l'angiomatose encéphalo-trigéminée de Sturge-Weber, vous allez avoir un angiome du visage dans le territoire du trijumeau, mais aussi un angiome sous-pial homolatéral au niveau cortical, diffus, parfois pas hémisphérique. Et dans ces cas-là, les crises d'épilepsie sont traitées par l'hémisphérotomie. Et puis, on peut avoir des dysplasies corticales étendues, comme vous avez ici, qui va les 2/3 de l'hémisphère droit. Les AVC sylviens étendus de l'enfant, ça c'est une pathologie qui m'intéresse beaucoup. Donc vous avez des AVC en période périnatale ou dans les premiers mois, première année de vie, et vous allez vous retrouver avec une zone ischémique périsylvienne et une épilepsie réfractaire. Mais dans ces cas-là, on propose des hémisphérotomies. Et enfin, le syndrome de Rasmussen avec cette encéphalite auto-immune, où vous avez une atteinte très progressive et parfois très rapide d'un hémisphère, où l'épilepsie étant tellement diffuse à l'hémisphère homolatéral qu'il faut souvent proposer une hémisphérotomie. Je dis souvent parce qu'il peut y avoir des alternatives. Alors c'est une chirurgie qui n'a pas de limite au niveau de l'âge. Moi, le plus jeune que j'ai opéré, il avait 3 mois. L'installation, c'est un décubitus dorsal. Là, je vous décris la technique de Lalande. Décubitus dorsal, la tête fléchie, immobilisé soit d'un tétière à 3 pointes de Doro ou l'autre, j'ai oublié le nom. Mayfield, c'est ça, où il faut bien la fléchir. Et on va se repérer. On a besoin de faire pas grand-chose. Il faut une bipolaire, un écarteur pour la partie antérieure du corps calleux. Le bistolet ultrason, c'est pour gagner du temps, c'est beaucoup plus rapide. La neuronavigation n'est pas obligatoire. Elle peut vous rassurer au début quand vous êtes débutant de cette chirurgie. Ça permet, le temps le plus difficile étant la callosotomie postérieure. Des fois, la neuronavigation vous permet d'être certain de votre déconnexion du corps calleux postérieur. Et puis en post-opératoire, bien sûr, il faut mettre en réanimation. Alors en général, c'est entre 1 et 2 journées, si vous avez bien rincé vos ventricules pour qu'il n'y ait pas trop de dépôt de sang et donc pas trop de température. Et puis, le risque d'hydrocéphalie, il est à 20% dans la série de Lalande. Nous, actuellement, on est à 7%, mais je rince de manière largue à main nue en post-opératoire mon site opératoire. Je répète que la partie la plus difficile de cette chirurgie, à mon avis, c'est la callosotomie postérieure, parce qu'on a beaucoup de mal à être certain qu'on a déconnecté tout le splénium. Il faut bien aller voir il faut suivre, on perd en fait les péricalleuses qui ne sont plus là, donc il faut garder le rebord inférieur de la faux et aller jusqu'à la veine de Galien, et vraiment bien voir la veine de Galien, tout l'arachnoïde, pour être certain qu'on a tout déconnecté. Donc les étapes sont simples, il y a 5 étapes. La première étape, c'est l'abord du ventricule latéral. On fait un scalp, moi je fais un scalp linéaire sur la coronale, et je fais un volet de 5 cm de long, 3 de large, à cheval sur la coronale, 1 tiers en avant de la coronale, 2 tiers en arrière, et qui est 1,5 cm de la ligne médiane. Je ne fais pas un abord interhémisphérique comme M. El Kalmichi. Une fois que vous avez atteint votre ventricule, c'est ce que vous voyez ici, on fait une grande fenêtre sur le ventricule, on a le plexus choroïde, la ligne médiane, le trou de Monroe là-bas. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être la callosotomie postérieure. Alors, il vaut mieux commencer par celle-là, parce que si vous commencez par la callosotomie antérieure, comme la tête est un peu relevée, ça va vous saigner dessus quand vous allez faire la partie postérieure du corps calleux, ça va vous gêner. Donc, autant commencer d'emblée par la callosotomie postérieure, qui est le plus difficile à mon avis. Et là, il faut repérer les péricalleuses sur la ligne médiane. Donc, au dissectron, vous allez manger votre corps calleux bien ici, jusqu'à voir les péricalleuses, et vous allez les suivre en arrière. Au moment où vous allez les perdre, là, il faudra bien avoir le bord inférieur de la faux du cerveau pour avoir un guide et pas passer de l'autre côté et ne pas les manger, surtout le gyrus singulaire de l'autre côté. Vous allez arriver jusqu'au corps calleux, le splénium, la veine de Galien, et vous allez voir l'arachnoïde de la citerne ambiante qui va apparaître. Vous êtes tranquille, vous avez fait toute votre cortectomie, toute votre callosotomie postérieure. L'étape suivante, ça va être la déconnexion des structures mésotemporales de l'hippocampe. Mais là, il va falloir couper le pilier postérieur de la queue de l'hippocampe, donc le pilier postérieur du trigone. Et pour ça, vous allez partir de l'arachnoïde de la veine de Galien et vous allez
aspirer doucement le plancher du ventricule jusqu'à la fissure choroïdienne que vous avez ici. Et dans ce feuillet que vous allez couper, il y aura le pilier postérieur du trigone, et donc vous allez déconnecter votre système mésotemporal. Ça, c'était donc la deuxième étape. La troisième, ça va être la déconnexion latérothalamique. Monsieur Clamichi l'a déjà montré. En fait, c'est assez facile, puisque vous allez devoir suivre votre système ventriculaire. Vous avez dans le ventricule le plexus choroïde, qui est votre guide. Et vous allez rejoindre la partie haute du plexus choroïde avec la partie inférieure, en passant à travers la substance blanche, donc à travers la capsule interne et la corona radiata. Ceci va permettre de déconnecter tous les faisceaux descendants, et vous allez déjà faire une grosse partie du travail. Donc vous allez aller, là c'est l'atrium, et vous allez d'arrière en avant, coaguler, couper votre capsule interne pour rejoindre le plexus choroïde supérieur à son bras inférieur. Ça, c'est la déconnexion latérothalamique, et vous arrêtez en avant quand vous êtes quasiment à l'aplomb du trou de Monro. Vous le voyez très bien, le trou de Monro va être là-bas, vous regardez votre écarteur. Une fois que vous avez fait cela, il faut faire la quatrième étape, qui est la callosotomie antérieure. Alors c'est là où vous avez vraiment besoin d'un écarteur, en fait, pour soulever un peu le lobe frontal, et surtout, il faut surlever la table pour pouvoir avoir une vision assez plongeante. Si votre table est très basse, il faut que vous vous baissiez, c'est pas très pratique si vous n'avez pas un fauteuil adapté. Donc vous montez un peu la table, et là vous avez une vue plongeante sur le corps calleux, et toujours pareil, vous allez suivre les péricalleuses que vous voyez ici, et vous voyez votre corps calleux, le corps, le genou, et le bec ici, et vous arrêtez à quelques millimètres du trou de Monro pour ne pas couper le pilier antérieur du fornix. Et surtout la commissure antérieure qui peut avoir des problèmes à cet endroit-là. Ça, c'était la quatrième étape. C'est assez facile si vous avez un bon écarteur. Vous avez les péricalleuses qui vous guident tout le long, et vous restez dans le plan des péricalleuses. Enfin, il va falloir faire la déconnexion fronto-basale, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à la partie antérieure du corps calleux, vous allez aspirer le tissu de l'espace perforé antérieur, jusqu'à arriver sur l'arachnoïde de la base du crâne. Vous aurez au-dessous de votre arachnoïde la terminaison carotidienne, le nerf optique. Ça veut dire que vous avez bien exposé tout ça. Vous allez partir en latéral, en suivant l'arachnoïde, jusqu'à récupérer la déconnexion latérothalamique. Là, vous restez en sous-arachnoïdien, gardez toujours l'arachnoïde bien visible, et tout est déconnecté. Avec cela, vous avez en général de réaliser votre hémisphérotomie. Ça prend entre 4 et 6 heures pour faire ça. Ça, c'était un enfant qui avait un peu moins de 3 ans. Il a acquis la marche à 30 mois, il est libre de crise. Ceux qui gardent toutes les hémisphérotomies gardent un déficit de la pince. Ça ne récupère pas. Ils récupèrent la marche, bien sûr un peu spastique, ils récupèrent le mouvement du bras. Ils se servent de leurs mains, mais ils n'ont pas la pince polycipitale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la marche est acquise quasiment tout le temps. Sauf les enfants qui sont opérés très petits. Les enfants qui sont opérés qui ont acquis la marche récupèrent la marche après la chirurgie assez rapidement. Ceux qui n'ont pas acquis la marche, 75% vont avoir la marche entre 3 et 5 ans, et entre 15 et 25% ne la récupéreront jamais. Voilà, ce que le but, c'est ça, c'est d'arriver avec un thalamus qui est libre, avec plus aucune connexion autour, et tout l'hémisphère est en place. Voilà, c'est la bord que vous avez pu voir sur les photos. C'est une chirurgie qui marche très bien. Comme l'a dit M. Clamichi, c'est vrai qu'on a de très très bons résultats. Alors, les résultats frôlent les 100% pour certaines indications, comme les AVC, les Rasmussen. Là où c'est un peu moins bon, c'est les pathologies comme l'hémiméganencéphalie, parce que l'anatomie étant tellement perturbée qu'on n'est jamais certain d'avoir tout bien déconnecté, et parfois, il faut s'y reprendre 2 fois. Alors, c'est ça qui a initié la chirurgie de la déconnexion. Et à partir de là, on a réfléchi, et on s'est dit, autant que faire possible, autant que faire se peut, il faut essayer de diminuer les cortectomies, les retraits de parenchyme, et de gagner un statut épileptique aussi bon qu'avec une hémisphérotomie. Et donc il y a des règles à se mettre en tête, c'est de diminuer la restriction corticale tout en traitant l'épilepsie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de bouton. Il faut bien sûr que la zone épileptogène soit limitée à une partie de l'hémisphère, autrement il faut faire une hémisphérotomie. Ça ne sert à rien si c'est tout l'hémisphère de le sectionner en partie. Il faut savoir isoler la zone épileptogène au sein du cerveau, donc il faut étudier la tractographie, voir quelles sont les connexions. Et puis, il y a des règles à connaître, mais il faut déconnecter les faisceaux descendants, ça c'est en général la capsule interne qui s'en occupe, parce que vous allez au moins arrêter la crise qui va partir vers le bas, mais ça ne suffit pas. Il faut faire comme dans la chirurgie d'hémisphérotomie, déconnecter les commissures, puisqu'autrement, si vous ne déconnectez pas les commissures, votre épilepsie va se propager en contralatéral et ça va être un échec. Et puis, contrairement à l'hémisphérotomie, où on n'a pas besoin de faire ça, il va falloir déconnecter les faisceaux associatifs intraparenchymateux. Autrement, vous allez avoir une épilepsie qui va repartir ailleurs.
Donc tout ceci se fait assez facilement. Tout ceci se fait avec quelques connaissances anatomiques. Il faut bien sûr respecter la vascularisation, parce que si vous coagulez tous les vaisseaux artériels et veineux, en post-op ça va gonfler, vous allez avoir une catastrophe, donc il ne faut pas faire ça. On peut en coaguler un peu, mais il faut essayer de les protéger. Et puis ça va diminuer les complications de manière assez vraiment importante, puisque vous n'avez quasiment pas d'hydrocéphalie, très peu d'hématomes, si vous rincez bien, faites bien l'hémostase. Il n'y a pas d'hémosidérose superficielle. Et puis, il n'y a pas d'épanchement sous-dural si, à la fin de votre intervention, vous pensez à bien recouvrir toutes les cicatrices corticales qui ont accès au ventricule avec du surgicel et de la colle biologique qui vont venir boucher cet accès et qui vont empêcher que le LCR ventriculaire fasse issue en dehors du lobe cérébral et aille en sous-dural. Depuis que je ferme tous mes espaces comme ça, je n'ai plus aucun épanchement sous-dural après ce type de chirurgie. Bien entendu, le bilan, et là les neurologues sont hyper importants, hein, le bilan invasif est primordial, il faut qu'on travaille avec eux. Il y a deux options, vous le savez comme moi, hein, soit la SEG, soit l'hémisphérotomie. Alors pendant très longtemps, en Europe, c'était plutôt la SEG, aux États-Unis c'était les grids. Et puis là, depuis plus ça va, et plus la SEG a élargi son empire, et maintenant je pense que c'est quasiment dans tous les pays, on préfère la SEG. Elle a beaucoup d'avantages, la SEG. Elle permet d'être plus profonde, de mieux connaître la zone épileptogène. On peut aller enregistrer au plus près de la zone suspectée l'activité électrique, qu'on ne peut pas faire avec les grids. On a une meilleure approche de la suture interhémisphérique, de la base du crâne et de la profondeur du cerveau. Bien sûr, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la neuronavigation au bloc facilite grandement le geste, surtout quand on débute, parce que c'est quand même une chirurgie, on va beaucoup découper, on va se retrouver perdu des fois dans les ventricules. C'est bien d'avoir au moins la neuronale qui vous dise vous êtes à peu près par là, même si c'est plus très juste, parce qu'une fois que vous aurez la ventricule, il va y avoir du shift, mais vous allez pouvoir quand même vous repérer, au moins avoir votre direction. Alors bien sûr, il faut être le plus fonctionnel possible, donc c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de respecter dans ces techniques les aires motrices, si possible le langage, et parfois, simplement parfois, aussi les voies visuelles. Et donc, il a été décrit les déconnexions antérieures, qui sont assez récentes, qui en général passent à travers le lobe frontal juste en avant du sillon précentral. Il va y avoir les déconnexions postérieures, qui sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus utilisées, un peu plus anciennes, qui consistent à faire au maximum une déconnexion temporo-parieto-occipitale. Et puis, il y a des déconnexions à la carte, que je vous montrais tout à l'heure, que nous avons décrites à Marseille il y a peu de temps, qui permet de réséquer la région périsylvienne et en gardant les aires visuelles en place dans les AVC ischémiques de l'enfant. Alors pourquoi on fait ça? Je viens de vous l'expliquer. Bien sûr, il y a d'autres techniques de connexion, comme les implantons hypothalamiques. Vous savez que l'équipe de la Lande a beaucoup travaillé dessus sur l'endoscopie. Je ne vais peut-être pas parler trop de ça maintenant parce que ça prend beaucoup de temps. La calzotomie, M. Kalimic en a parlé, c'est une chirurgie palliative, c'est une chirurgie qui a l'indication vraiment dans les crises atoniques avec chute. Moi, j'avoue que j'en ai fait une douzaine et je ne suis pas très très ravi des résultats. Ça diminue les crises, ça c'est vrai, mais c'est quand même pas une panacée. Très souvent, en milieu, à les revoir, ils font des traumas crâniens, c'est un peu compliqué. Le substrat de ces épilepsies, c'est en général des dysplasies corticales focales étendues. Alors, soit des types 2, c'est ça qu'on voit bien à l'IRM, mais surtout des types 1, qui sont un vrai problème en pédiatrie, parce que les types 1, on n'a pas beaucoup de notions avec l'imagerie pour être certain de le savoir avant la chirurgie. C'est très difficile à mettre en évidence, et surtout, elles ont des limites qui sont très floues, et on est parfois un peu limite dans notre déconnexion, et on a des récidives à distance. Tout ce qui est guillotique, post-souffrance cérébrale après un AVC, après un bas débit, la traumatologie, les cavernomes, tout ce que vous voulez. Mais tout ça nécessite bien sûr la définition de la zone épileptogène et donc un bilan préchirurgical en collaboration avec les épileptologues. Alors, les déconnexions antérieures, vous savez que l'épilepsie frontale, c'est quand même le deuxième grand chapitre après les épilepsies temporales en fréquence. Hein, c'est 20 à 25% des épilepsies réfractaires sont frontales. Et contrairement aux épilepsies temporales, où on a quand même 80% de bons résultats, en frontale, c'est plus entre 40 et 60% suivant les équipes. Parce que le lobe frontal est moins bien immunité que le lobe temporal, et ce ne sont pas les mêmes pathologies. Bien sûr, c'est des dysplasies, et aussi pas mal d'IRM négatives. Moi, dans ma série de patients, j'ai 42% de patients qui ont des IRM normales, donc ça complique un peu la prise en charge, et ça nécessite vraiment la SEG. Donc l'objectif, je viens de vous le dire, c'est de déconnecter toutes les structures antérieures prémotrices, frontales, donc c'est possible, on s'arrête au sillon précentral, de l'ensemble des connexions crânio-caudales, commissurales et intra-hémisphériques. Le bilan, on en a déjà parlé.
Donc la technique, eh bien, le patient en général est installé en décubitus dorsale, tête tournée vers le côté opposé, un bio sous l'épaule homolatéral, et on va faire un grand scalp en point d'interrogation temporo-frontal, homolatéral. Pas la peine de dépasser la ligne médiane. Voilà le schéma, ça c'est tiré d'un article de Villemur. Et on va commencer par faire la déconnexion fronto-basale qui va aller manger l'opercule frontal sur F3 jusqu'à arriver en suivant le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde, jusqu'à arriver au sillon circulaire antérieur de l'insula. À ce moment-là, on va couper la portion antérieure de la capsule interne, les radiations thalamiques antérieures, le faisceau frontopontique, l'IFOF, les faisceaux arqués, les faisceaux incinés. Une fois qu'on va arriver à ce sillon arqué, à ce sillon circulaire de l'insula, on va rentrer dans la substance blanche en direction des ventricules et essayer d'ouvrir le ventricule, si possible, en avant de la tête du noyau codé. Ça évite un peu les problèmes de motricité post-opératoire. Et une fois qu'on est dans le ventricule, il va falloir faire la callosotomie antérieure. Alors cette callosotomie antérieure aussi, il faut faire très attention. Il faut repérer le septum, le toit des ventricules. Là, vous êtes donc dans le corps calleux. Il faut faire une incision qui soit paramédiane au septum et pas oblique. Autrement, vous risquez de rentrer dans le cingulum de l'autre côté et avoir des gros problèmes post-opératoires, en particulier de comportement et de mémoire. Donc attention, il faut faire la callosotomie d'arrière en avant et on va aller réséquer, enfin pas réséquer, sectionner le corps calleux en suivant le corps, le genou et le bec. Et là, on va couper les fibres précentrales du corps calleux et on va donc déconnecter la commissure entre le droit et le gauche. Voici ce que ça va en vision, en schéma. Vous avez donc la portion jusqu'au sillon circulaire de l'insula, puis le blanc jusqu'au ventricule, et après il faudra faire la callosotomie. Ça, c'est des schémas que dans l'article de l'équipe suisse. Ouais, voici une vision inférieure. Donc la commissure antérieure va être sectionnée à ce moment-là, très, très doucement, pour essayer de ne pas abîmer le trigone. En fait, c'est une chirurgie qui n'est pas très, très pratiquée, parce que en neurochirurgie, quand on débute, on a appris à faire des lobectomies frontales, et ça y ressemble assez. La seule différence, c'est qu'on va quand même beaucoup plus en arrière, et que dans la lobectomie frontale, en général, on ne touche pas au corps calleux. Enfin, en tout cas, moi quand j'étais interne, je n'y touchais pas. Et là, on touche au corps calleux. Donc c'est vrai que ce n'est pas ce qui se fait le plus, mais ça marche si vous avez une dysplasie qui s'arrête avant le sillon précentral. Voilà les images post-opératoires. Vous voyez la déconnexion sur la ligne médiane, vous voyez la déconnexion fronto-basale. Elle est ici, en avant de la tête du noyau codé. Et théoriquement, le lobe frontal jusqu'au précentral est complètement déconnecté. Ça, c'est une autre photo qui est dans une équipe saoudienne. Pareil, où ils ont opéré 16 patients. Et vous voyez que le résultat, quand même, n'est pas aussi bon que ça. Parce qu'en fait, ils ont 16 patients, la moitié libre de crise. Ils n'ont eu que 12 échantillons dans la patte. Et on a la moitié de dysplasie, de gliose, 4 sans étiologie. Ils ont quand même des complications assez graves à 20%, enfin 18%, ce qui est quand même pas net pour avoir simplement 50% de liberté de crise. Le lobe frontal n'a pas encore donné tous ces secrets, et c'est vrai que cette chirurgie de l'épilepsie frontale est assez compliquée. Après, on a les déconnexions postérieures. Alors ça, c'est beaucoup plus pratiqué. Il y a plein de variantes, mais ça expose des patients qui ont une zone épileptogène large, temporo-parieto-occipitale ou temporo-occipitale, ça dépend des cas, et qui ont une motricité conservée. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas faire une hémisphérotomie, parce qu'on va leur coller une hémiplégie, qui va certes récupérer peut-être, s'ils sont âgés, c'est pas sûr, mais qui récupèrent en général, mais qui vont perdre la pince. Et la pince, quand même, c'est un élément au quotidien qui est très important. La main, c'est quand même le prolongement du cerveau, et il faut la conserver. Donc dans tous ces cas-là, nous, on fait un bilan préopératoire avec une SEG dans tous les cas. Je pense que c'est dangereux de faire ce type de chirurgie sans avoir fait une SEG. Parce que même avec la SEG, des fois, on est un peu court. Donc il faut faire attention. Le patient est installé en décubitus dorsal, tête tournée vers le côté opposé. C'est exactement la même installation que pour les déconnexions antérieures. On met un bio sur l'épaule gauche, sur l'épaule homolatérale pour ne pas comprimer la jugulaire. Et on va le fixer dans la tétière de dos. Bien sûr, on sert de la neuronavigation. Le scalp en point d'interrogation, et on va faire un volet large, fronto-temporo-pariétal, pour exposer la dure mère autour de la vallée sylvienne. Alors, cette chirurgie, elle a évolué, et en fait, c'est Villemur qui a commencé un peu à en parler pas mal. Il est parti de sa chirurgie de ses hémisphérotomies fonctionnelles périsylviennes, et il a commencé par faire, pour déconnecter la partie postérieure, il la déconnectait pas, il l'a enlevée complètement. Et il gardait plus que le lobe frontal avec
le gyrus central pour avoir pas de trouble de motricité. Tout le reste était réséqué. Après, il s'est rendu compte qu'il pouvait garder la partie postérieure, enlever le lobe temporal pour avoir un abord facile sur le carrefour ventriculaire et réséquer, déconnecter en arrière du sillon postcentral. C'était l'évolution. Et puis, avec le temps, les choses se sont encore améliorées. Et maintenant, la chirurgie qu'on peut faire, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on va déconnecter le long du bord inférieur de la vallée sylvienne, en temporal, en faisant l'operculectomie comme vous faites vous à Salpêtrière pour les lobectomies temporales. On va suivre le bord inférieur de la vallée sylvienne jusqu'à arriver au sillon circulaire inférieur de l'insula. Là, on va entrer dans la ventricule et on va ouvrir tout ça vers l'arrière. Donc on va déconnecter jusqu'au ventricule, on verra l'hippocampe en bas, et on va remonter tout le long de T1 jusqu'au gyrus supramarginalis. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir... Alors moi, ce que je fais là, je déconnecte juste la partie postérieure de l'hippocampe. Parfois, je fais aussi une amygdalectomie. Je ne retire pas l'hippocampe en entier, je trouve que ça ne sert à rien. Villemur le conseille, moi je ne le fais pas. Et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir monter un petit peu vers l'arrière. Donc là, on a fait la cortectomie de T1, on a ouvert le ventricule, on a poussé en arrière, on a coupé l'ellipse temporale pour aller au ventricule. Donc tout est déconnecté. Et puis par la suite, eh bien, on va continuer la chirurgie une fois qu'on a retiré l'amygdale. Alors ça, c'est la technique classique de Villemur. Moi, je ne fais que l'hippocampe postérieur. Et puis après, on va monter. Et là, c'est assez simple. Une fois que vous êtes à la fin de la vallée sylvienne, vous remontez pour trouver votre sillon post-central. Et là, vous allez droit jusqu'à la ligne médiane et vous allez tout couper. Une fois que vous avez fait ça, il faut retourner dans le ventricule pour aller faire la callosotomie postérieure. Et là, c'est pareil, attention, il faut bien rester médian, il ne faut pas passer de l'autre côté pour ne pas faire de bêtises sur le gyrus singulaire de l'autre côté. Lorsque vous allez faire la callosotomie postérieure, vous allez couper toutes les fibres commissurales, parieto-occipitales, et donc vous allez libérer complètement votre lobe occipital et votre lobe pariétal. Ceci permet en fait d'avoir un lobe temporal, pariétal et occipital entièrement déconnecté du reste, tout en restant en place. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un enfant qui, à l'âge de 11 mois, au départ, il n'est pas pris en charge à Marseille, dans un autre CHU, mais ça ne change rien à l'histoire. Il avait 11 mois, il a eu une découverte d'une pneumonie, c'était un genre de méduloblastome très agressif. Il a été opéré avec une exérèse complète, chimio, radiothérapie. Il allait bien. 2 ans plus tard, il a récidivé sa tumeur, comme malheureusement souvent avec certaines pneumonies. À nouveau, chirurgie, chimio et radiothérapie. Malheureusement, il va faire un trouble ischémique, enfin un accident ischémique sur la chimiothérapie lors de la deuxième hospitalisation. Il va faire un AVC périsylvien, enfin un temps assez large, hémisphérique. 32 mois plus tard, il fait sa première crise d'épilepsie, qui très rapidement va devenir invalidante et réfractaire, parce qu'il faisait 7 à 8 crises par jour. Et voilà l'IRM qu'il avait. Donc vous voyez qu'il a un AVC large, sylvien et plus que sylvien, hémisphérique gauche. Il a eu un PET. Bon, quand il y a de l'eau, le PET, normalement, est un hypométabolisme. L'eau n'a pas de métabolisme. Mais il n'avait pas de déficit de la main. C'est un enfant qui avait une motricité normale, qui marchait, qui parlait normalement. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le traiter? La solution de facilité, enfin, la plus classique, c'était de faire une hémisphérotomie. Mais on s'est dit qu'on pouvait essayer de faire autrement. Et on a décidé de faire une SEEG. Et donc dans ces cas-là, bon, ça c'est un cerveau normal, c'est pas le sien. Hein. Ça c'est le planning qui a été fait. On a mis des électrodes de manière un peu pas trop orthodoxe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cerveau. Mais il fallait enregistrer tout ce qui est autour de cet accident. Et donc on a mis en place les électrodes, comme vous pouvez le voir sur les images, avec une ici qui a un trajet très très particulier. Et cette SEEG a permis de montrer en fait que la zone épileptogène était temporo-occipitale, mais qu'après, elle se propageait très rapidement vers l'avant. Et donc on s'est dit, si on veut essayer de le traiter, on va garder tout ce qui est les structures motrices et frontales et préfrontales, et on va faire une déconnexion temporo-parieto-occipitale. C'est ce qui a été réalisé, et vous retrouvez avec ce type d'image, et vous avez la vallée sylvienne qui a été suivie ici, et tout entièrement, voilà, et vous avez jusque là-haut, une qui est partie derrière, et on finit sur la ligne médiane après avoir mangé le corps calleux. Cet enfant, maintenant, on va être à 8 ans de la chirurgie, il est libre de crise, il a repris une vie pas normale, parce qu'il a quand même... Il a eu la radiothérapie, la chimiothérapie, il a un petit retard, mais il va à l'école, il est scolarisé. Alors,
les résultats de ces techniques de déconnexion postérieure sont très favorables. C'est quasiment aussi bon que l'hémisphérotomie. Il y a un peu plus d'échecs quand même. Nous, dans notre série, on n'a que 78% de patients césure-free, 79 patients. Mais parce qu'il y en a quelques-uns où la zone épileptogène débordait en avant du sillon post-central. Et donc je me suis arrêté là de manière bien volontaire en espérant que ça suffisait. Et ça a suffi pendant un moment. Et puis au bout de 3 ans, entre 3 et 5 ans, ils ont repris leur crise. Il y a 2 enfants, mais ceux-là, je pense qu'ils vont finir avec une hémisphérotomie, mais on attend qu'ils soient un peu dégradés, parce que là, quand ils n'ont pas de déficit moteur, dire de faire une hémisphérotomie, c'est compliqué. Donc on en parle avec les parents, on en parle avec eux, ils ne veulent pas, on attend. Si le déficit moteur apparaît, on fera sûrement une hémisphérotomie pour compléter le geste, ce qui est toujours faisable après ce type de chirurgie. Les complications sont rares et en général transitoires, hein, c'est souvent un peu de fièvre. Pour le moment, on n'a pas eu d'hydrocéphalie. Et vous voyez, ça c'est la série des Suisses avec Villemur. Ben, ils ont de très très bons résultats, hein, c'est des 1A, 1B et un peu de 2. Ce sont des chirurgies qui marchent très bien, qui sont assez maintenant bien codifiées, et si vous avez une neuronavigation, ça va vous aider à la faire. Alors, une autre truc, c'est que moi je me suis intéressé depuis longtemps aux AVC de l'enfant, parce que surtout les AVC périnataux, parce qu'on a des tableaux catastrophiques à distance avec des enfants qui ont des retards, qui ont une épilepsie réfractaire, et déjà ils ont un AVC, secondairement ils ont une épilepsie qui est très agressive, elle va complètement aggraver le pronostic fonctionnel avec des troubles cognitifs et des troubles du comportement qui vont apparaître. Et donc quand j'étais à Montréal, j'avais sorti la série d'enfants qui avaient un AVC ischémique, avec qui on avait fait une hémisphérotomie, qui montraient de très bons résultats au niveau de l'épilepsie, ils étaient à 100% de guérison. Et voilà un peu ce que ça donnait quoi, hein, voilà les images qu'on peut rencontrer. Et donc ça c'est des patients marseillais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Et comme depuis quelques années maintenant on a la SEEG assez facile à Marseille, et bien on s'est dit qu'on allait faire une SEEG. Et donc ces enfants n'ont pas d'atteinte du champ visuel. Donc c'est un peu dommage de faire une hémisphérotomie, on va leur coller une atteinte du champ visuel. Donc on a fait des SEEG, et ça nous a permis de décrire une hémisphérotomie partielle suprainsulaire dans laquelle on va réséquer complètement la zone épileptogène, qui va s'adapter exactement aux limites de la zone épileptogène, en se faisant gérer, diriger par la SEEG. Alors, voilà la SEEG qu'on a fait sur ces enfants, et vous voyez que vous avez l'AVC qui est ici. En fait, ce qu'il faut arriver à mettre des électrodes de manière à avoir un gradient antéro-postérieur et crânio-caudal pour avoir des limites claires. Donc là, on a fait une SEEG, puis on s'est rendu compte que les électrodes impliquées, c'était celle-là. En temporal, il n'y avait rien. Aucune activité épileptique en temporal, que suprasylvien, et autour de ces électrodes-là. Du coup, ça nous permet de décrire une limite antérieure, une limite inférieure et une limite postérieure. Et on s'est dit que si on déconnecte cela, eh bien on va arriver à traiter ces enfants sans leur donner d'atteinte temporale et ni d'atteinte occipitale. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a décrit cette technique qui est en plusieurs étapes. La première étape, c'est la déconnexion basale, c'est-à-dire entre les 2 points les plus bas, qui vont se faire le long du bord supérieur de la vallée sylvienne. Vous allez disséquer tranquillement avec votre dissectron ou à la bipolaire, et vous allez ouvrir le ventricule. Une fois que vous êtes dans le ventricule ou dans la cavité, des fois c'est la cavité porencéphalique séquelaire, vous avez déconnecté complètement les faisceaux descendants, donc la capsule. Et en fait, ça fait ça, et après, ça fait ça. Ça, c'est très théorique, parce qu'en réalité, c'est souvent comme ça. Et donc, vous avez juste à rentrer par là, dans le ventricule, et après, dans la cavité, et après, aller droit dans le ventricule homolatéral. En fait, c'est beaucoup plus facile que son anatomie normale. Une fois que vous avez fait ça, il faut déconnecter en avant et en arrière. Mais là, c'est pareil, hein, vous allez du point inférieur au point supérieur en arrière, du point inférieur au point supérieur en avant, droit devant vous, perpendiculaire à la ligne médiane, et vous déconnectez tout ce qui passe. Et enfin, à la fin, entre les 2 points basaux de vos lignes antérieures et postérieures, vous allez couper votre corps calleux par un abord intraventriculaire. Donc là, attention, pareil, de rester bien du bon côté. Donc il faut repérer, c'est facile, parce que vous avez un champ de travail qui est assez large, hein, puisque vous avez une grosse cavité porencéphalique. Vous repérez le septum, vous repérez le toit du ventricule, et vous mettez dans l'axe du septum à 1 mm vers vous, en latéral, et vous allez ouvrir ceci jusqu'à retrouver le gris, qui est le gyrus singulaire, et les artères péricalleuses, et vous mangez ça d'avant en arrière, au dissectron ou à la bipolaire. À la fin, ça donne ça. Vous avez donc votre ligne
basale, là c'est la vallée sylvienne, hein, la base, la postérieure, l'antérieure, et là c'est la ligne médiane. Et là aussi, n'hésitez pas, moi je colle du Surgicel là-dessus, tout le long, là, et je mets de la colle biologique, je n'ai plus aucune fuite et pas d'épongement post-opératoire. Donc les résultats, on a opéré 8 patients, il y a 6 enfants et 2 adultes, tous avaient eu des AVC larges en période néonatale, tous ont eu une SEG bien sûr, parce qu'il faut savoir où couper, où s'arrêter, et tous sont libres de crise. Je crois que c'est la seule technique où j'ai les 100%. Il y a eu 2 aggravations transitoires du déficit moteur, c'est des sujets âgés, mais qui ont récupéré. Entre 3 et 6 mois, ils ont récupéré leur activité. Il y en a même un qui ne faisait pas de vélo, maintenant il fait du vélo, c'est un petit Toulousain, enfin un grand Toulousain, parce qu'il a 32 ans. Il n'y a eu aucune électrophélie post-opératoire. Pas de dégradation du bilan neuropsychologique, alors que dans la série que j'avais fait à Montréal, j'avais vu que séquentiellement, au bout de 5 à 6 ans, le bilan neuropsychologique continuait à baisser et les enfants s'aggravaient. Donc ces chirurgies de déconnexion sont des chirurgies, une alternative efficace à l'hémisphérotomie, en présence d'une zone épileptogène étendue et unilatérale, bien sûr. L'épileptogène par une SEG ou autre, on peut faire des grids aussi, hein, mais c'est un peu plus difficile, est nécessaire. C'est vraiment la base angulaire de votre réflexion. Elle peut se transformer en hémisphérotomie sans difficulté si vous êtes en échec, si vous êtes arrêté au sillon précentral et que malheureusement eh bien, ça passe en arrière parce que c'est une dysplasie type 1. Un jour ou l'autre, il faudra faire une hémisphérotomie. Les résultats sur l'épilepsie sont très bons et garantissent une prévention fonctionnelle le temps que faire se peut et vraiment au maximum, chose qu'on ne peut pas faire avec une hémisphérotomie. La neuronavigation opératoire facilite et raccourcit le geste opératoire, ça c'est une vérité, ça le raccourcit parce qu'on est plus sûr de nous, on est moins inquiet. Et puis maintenant, il y a des variantes endoscopiques qui ont été décrites. Il y a Chandra en Inde qui fait ça avec l'endoscopie, et ça marche aussi. Mais c'est avant tout un travail d'équipe, et je ne pense pas qu'on puisse faire de neurochirurgie d'épilepsie seul, dans son coin. Bon, alors on s'expose à avoir beaucoup d'échecs. C'est un travail qui nécessite d'avoir une équipe avec vous, de neurologues, de neurophysiologistes, de neuroradiologues. Et moi d'ailleurs, je remercie toutes mes équipes qui travaillent avec moi, parce que seul, on ne peut rien faire, et à plusieurs, on est beaucoup plus fort, et surtout, on avance beaucoup plus vite. Voilà, là je vous ai mis quelques papiers, si vous voulez vous renseigner sur les déconnexions, vous n'avez qu'à les prendre en photo. Je vous remercie.